Alors, je vous remercie pour ce choix de... C'est mieux. Pour ce choix de thème de table ronde. C'est déjà extrêmement bien documenté, effectivement, que les femmes sont globalement moins bien soignées, moins représentées dans les essais cliniques, surreprésentées dans les scandales sanitaires, par contre. Et il est désormais établi que, n'en déplaise à notre universalisme républicain, notre système de santé, notre offre de soins est genrée, elle reproduit les hiérarchies qui sont à l'œuvre dans notre société. Et j'aimerais, à l'occasion de cette table ronde, insister sur la prise en compte du genre en tant que déterminant de santé à part entière, aux côtés des problématiques de logement, d'environnement, d'éducation. Il nous faut vraiment penser le genre comme ayant effectivement un impact sur la manière dont les femmes ont accès ou pas, voilà, à la santé. Bon, c'est un sujet qu'on connaît bien dans la lutte contre le VIH, malheureusement. Il se trouve, on a parlé de la Covid tout à l'heure, il se trouve que les publics les plus fragiles, les plus exposés au risque de VIH ont également été ceux frappés de plein fouet par la Covid, qui ont payé le plus lourd tribut. Donc, à savoir voilà, les personnes en situation de migration, les travailleuses du sexe, les usagers de drogue, parmi tout public, parmi lesquels on retrouve une surreprésentation des femmes, comme par hasard. Et effectivement, à cet égard, la situation des travailleuses du sexe, qui était déjà dramatique, est aujourd'hui voilà, absolument aggravée par le contexte de l'année écoulée. Travailleuses du sexe qui d'ailleurs ont été absolument exclues de tous les dispositifs de solidarité nationale qui ont été mis en place à cette occasion. Voilà. Donc, effectivement, il a été question des inégalités sociales de santé et les hiérarchies de genre contribuent à ces inégalités sociales et que je suis d'accord avec ce qui a été précédemment dit sur le fait qu'aucune politique de santé efficace peut faire l'économie de réfléchir à cet angle-là. Et là aussi, je ne peux qu'appeler de mes voeux qu'on tire les enseignements de la lutte contre le VIH, qui a déjà su faire la preuve de cette coopération entre les champs de la recherche, les acteurs de prévention, les populations, les soignants et les institutions. Donc voilà, c'est ce que j'essaierai moi de défendre au sein du conseil communal. Voilà. Alors, moi, je prends la parole derrière Céline et j'approuve tout ce qu'elle dit. Donc, ça fait mon introduction. Ok. Alors, au nom du planning familial, on nous avait demandé d'illustrer un peu ce qui est le champ de la santé pour les femmes. Alors, nous, c'est vrai qu'on reçoit 90% de femmes, mais par contre, on fait des interventions en milieu scolaire sur la question à la fois de la santé sexuelle, mais aussi de l'égalité homme-femme, de l'égalité de genre, de la question de l'orientation sexuelle, de l'homophobie, etc. Et ça, par exemple, pendant l'épidémie du Covid, ça s'est complètement effondré. C'est-à-dire que toutes les écoles ont fermé pendant les confinements, mais après aussi, c'était tellement compliqué l'organisation du travail dans les écoles qu'il n'y a plus, depuis 2 ans quasiment, il n'y a plus aucune travail de prévention en milieu scolaire. Et ce travail de prévention, il a aussi comme impact que les filles et les garçons, puisque tout le monde est impliqué là-dedans, n'ont plus cette réflexion sur la santé sexuelle, etc. Bon, donc ça, c'est un point qui est assez problématique. Et puis après, ce que je voulais, pour les 4 minutes qu'on a imparties pour discuter, faire part d'une petite expérience qu'on a commencée au planning familial, et je pense qu'elle est inspirée aussi de tout ce qui s'est fait avant dans les milieux féministes, mais aussi des expériences de patients concernés avec le VIH, puisqu'on a pris part à l'offre sur l'IVG médicamenteuse à Marseille, Marseille en termes d'IVG. Alors peut-être M. Agostinho en parlera, je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais
Mais c'est vrai que nous, on est très vigilants sur l'accès au droit et accès à l'IVG. Au planning, on est un comité de surveillance, on va dire. Et c'est vrai que sur Marseille, il y a quand même une offre relativement correcte. Et on s'est inscrit dans l'IVG médicamenteuse en offrant comme nouveauté, entre guillemets, un moment collectif. Alors, sans faire une illusion sur le gynécée qui serait protecteur et bienveillant, mais en tout cas de partage d'expérience des personnes qui vont pratiquer une IVG dans notre centre ou qui l'ont pratiqué puisqu'elles viennent pour la consultation de suivi, de partager sur ce que ça veut dire ce moment-là, ce moment médical. Et ce partage, il est fait avec les personnes donc, qui vont pratiquer cet acte, les personnels du planning qui sont en général ce qu'on appelle des conseillères, et les médecins du planning. Et donc, en fait, il y a ce moment où chacun voit cet acte de la part où il est. Et c'est vrai que on a commencé depuis pas longtemps, ça fait que 2 mois qu'on a commencé, et c'est très enrichissant parce qu'en fait, effectivement, les femmes partagent entre elles, les médecins voient ce qui se passe pour les femmes, et du coup, ça fait un moment qu'on ne connaissait pas, je dois le dire. Voilà. Donc j'avais envie c'est un peu une expérience positive, dans un moment qui n'est pas forcément toujours vécu comme un instant très très joyeux, mais en tout cas, ça fait un moment positif de rencontre et de partage. Voilà, c'était l'expérience que je voulais témoigner. Oui, je vais rebondir sur les expériences positives. Donc, moi, je connais les femmes sous l'angle surtout de la précarité. Et autre expérience positive, je pense, dont on peut parler, c'est l'auberge marseillaise, donc, qui a été soutenue par la mairie, mais qui fait partie de ces initiatives aussi qui ont éclos du fait du Covid et en fait qui ont permis donc, l'occupation d'un lieu qui est un lieu, une auberge de jeunesse, par des femmes précaires. Qui habitent là d'une manière assez différente, avec une gestion originale, interassociative, dans un lieu plutôt positif. C'est un lieu avec une bonne qualité de vie. Enfin, c'est dans le 8e, c'est un lieu plutôt de villégiature, une grande ouverture aussi aux voisins qui peuvent venir là-bas pour faire du canoë ou du yoga, et un potager. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'initiatives qui permettent un peu de rénover et de ne pas faire des ghettos comme ça de pauvres. Là, on a dans cette auberge marseillaise quelque chose de vraiment intéressant qui se passe, parce que la participation des femmes, elle est au centre du projet, et que l'objectif, c'est qu'elles puissent se faire à manger, faire la cuisine, et qu'elles ne sont pas là hébergées pour une durée limitée, avec des conditions d'accès. Elles ont accédé directement à un endroit qui est qualitatif. Et là, on peut voir quelque chose qui se passe et qui est aussi une initiative très intéressante. Ce que je voulais, en tant que chercheur, juste rappeler, donc, du point de vue de la précarité, c'est que les femmes, elles sont très, très vulnérables à la rue. Donc déjà, c'est une population qui est en augmentation très importante. C'est un des segments qui augmente le plus. Le nombre de femmes à la rue. Historiquement, Michel Foucault, il en parlait au début en disant que tout de suite, l'action sociale, elle s'est portée sur les femmes sans abri. Elles ont toujours été mises à l'abri, en fait, au début. C'était envisageable d'avoir des hommes à l'abri, mais pas des femmes et pas des enfants. De plus en plus, c'est le cas, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est admis, et c'est des segments de population qui augmentent énormément. Donc je pense que c'est quelque chose qui est déjà assez inquiétant, enfin, se poser la question de pourquoi est-ce que c'est des choses qu'on tolère de plus en plus. Mais donc, c'est aussi une population qui est relativement invisible. Les femmes, elles savent se rendre invisibles dans la rue. Elles ont aussi plus de possibilités de se mettre à l'abri en utilisant les réseaux d'assistance. Par exemple, elles peuvent trouver un domicile utilitaire auprès d'un certain nombre d'hommes qui peuvent les héberger. Et donc, elles sont extrêmement sujettes à la violence sexuelle, qui a été caractérisée par les chercheurs qui travaillent là-dessus comme normative. C'est normal, quand on est une femme à la rue, de subir des violences sexuelles. Au bout d'un an de vie à la rue, c'est quasiment la totalité des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc les femmes, dans toutes les études, moi je ne travaillais pas là-dessus à l'origine, mais c'est quelque chose qui a surgi comme ça de ces recherches, on voit toujours que les femmes sont beaucoup plus à risque. On a fait une étude à la Madragueville, cet hébergement pour les femmes qui est dans une école maternelle avec des toilettes à l'époque qui étaient hyper bas comme ça, où les femmes étaient obligées il y avait 2 toilettes pour 50 femmes à l'époque. Enfin, j'imagine que ça a été beaucoup changé dans des espèces de dortoirs. Enfin, il faut voir les conditions d'accueil. À comparer de l'auberge marseillaise, c'est quand même des choses très différentes. Dans cet hébergement, des femmes qui avaient en moyenne 40 ans avaient un état de santé qui était équivalent à des vieillards de 80 ans dans un EHPAD. C'est-à-dire même leur santé physique était altérée d'une manière très importante et beaucoup plus importante que celle des hommes.
Et je voudrais aussi, pareil, on a fait une étude sur la mortalité de ces femmes et l'âge moyen au décès de ces femmes étudiées à Marseille était beaucoup plus faible que celui des hommes, il était de seulement 36 ans. On le retrouve aussi dans toutes les études internationales. Les femmes à la rue, elles restent moins longtemps à la rue parce que les systèmes sont plus efficaces, effectivement. Mais ce temps de vie à la rue, il les expose énormément. Elles sont vraiment très vulnérables. Donc je salue encore une fois de plus ce genre d'initiative vraiment de qualité comme l'Auberge Marseillaise. Je pense que c'est très utile. Historiquement, la mairie de Marseille a mis beaucoup d'argent dans des structures d'hébergement d'urgence qui n'étaient pas forcément qualitatives. On a parlé de Saint-Louis. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra aussi continuer sur ce chemin-là. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Donc, je voulais te rassurer, Claire. C'est vrai qu'en arrivant, je voulais parler de la politique de recrutement de l'OM. Je me suis dit, c'est peut-être pas le... Merci de me l'avoir rappelé, Claire. Donc, moi, je m'occupe particulièrement de gynécologie. Je suis à la PHM et sur la conception. Et c'est vrai que la santé des femmes, c'est vachement intéressant, même si on n'a pas d'affect, qu'on regarde ne serait-ce qu'au point de vue à bord médical et scientifique. Moi, j'ai lu des études hallucinantes, comme vous disiez, par exemple, l'infarctus du myocarde. Donc, il y a une équipe qui a regardé l'ordonnance des sorties des patientes qui sortaient après un infarctus du myocarde et la qualité de cette ordonnance, est-ce qu'elle respectait les recommandations. Et il y a une nette différence lorsqu'une femme sort avec son ordonnance versus un homme. Donc, c'est quand même des faits hallucinants. Et ça, c'est dans des pays, on va dire, à développement, des pays dits évolués, où il n'y a pas trop de problèmes de financement. Ensuite, en ce qui concerne les soins spécifiques chez la femme, qui concernent l'accès à la contraception et à l'IVG, là aussi, c'est vachement intéressant parce que c'est toujours une alerte, et c'est une alerte à deux niveaux. C'est une alerte en termes de moyens financiers mis dans la santé publique, c'est-à-dire que dès qu'il y a une diminution de ces moyens, le premier élément qui est touché, c'est souvent la contraception et l'IVG. Ça, on le voit au niveau d'un pays, puis aussi on le voit au niveau de certaines régions. Donc, c'est les femmes qui en pâtissent en premier. Et après aussi, c'est une seconde alerte, c'est une alerte dite politique. C'est-à-dire que dans un système politique, quand on commence à toucher à l'avortement ou à l'accès à la contraception, c'est une atteinte aux droits élémentaires. Moi, souvent en soirée, quand on commence, bon, c'est toujours délicat, on me dit alors vous faites des IVG, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne rentre pas dans un débat politique, je dis simplement que dans les États ou dans les pays où il n'y a pas l'IVG, en général, ce sont les mêmes contrées où la peine de mort est encore appliquée. Ça permet de clôturer les débats, savoir, c'est pas la peine de dire si on est deux. Et c'est toujours vachement intéressant. Donc voilà, je trouve que c'est vachement intéressant, même s'il n'y a pas, enfin personnellement, moi j'ai pas le militantisme de mes collègues, mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de rebondir d'une autre manière, c'est-à-dire que de prouver scientifiquement et médicalement qu'il y a une différence genrée et que c'est à nous, soignants, en termes d'universalisme, de serment d'Hippocrate, de faire en sorte que les choses évoluent. Je terminerai simplement sur le rôle du CHU au sein de Marseille. Moi, je voulais souligner tous les efforts qui ont été faits pendant la période Covid. Or, souvent, on dit l'effort des soignants. Moi, j'ai vu des choses hallucinantes. C'est tous les gens de la PHM. Je me rappelle des services techniques qui ont travaillé 2 week-ends pour mettre en place des services. Je me rappelle le directeur avec qui on échangeait des mails. C'était 23h minuit. C'est toute l'implication du système hospitalier qui a été vachement présent. Moi, j'ai été vachement, très, très agréablement surpris. Ça m'a beaucoup ému. Et en termes de la place aujourd'hui de l'hôpital du CHU pour prise en charge de cette précarité, même s'il y a des implications fortes aujourd'hui qui vont se concrétiser grâce à l'action de l'ACM, de son président et du DG, et particulièrement de ma collègue professeur Bretel. Il y a par exemple des actions comme la Maison des femmes et d'autres actions. Mais je crois qu'après, l'hôpital, ce n'est pas à lui à gérer tous ces problèmes. Je pense que le plus important, c'est la complémentarité et de travailler avec les associations et les autres structures telles que la mairie. Voilà, je vous remercie.